Bonne thérapie. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu en présence d'une figure connue et reconnue qu'on a déjà croisée une première fois sur Juste Milieu. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Maître Fabrice Divisio avant toute forme de débat. Fabrice Divisio, comment allez-vous? Et ça va, je sors maintenant, je sors du variant Omicron. Voyez-vous. J'ai été contaminé par le variant Omicron. C'est pas inintéressant en fait, parce que gros moment de fatigue. En fait, le terrain fait beaucoup, parce que j'étais déjà fatigué avant. Et du coup, je l'ai un peu pris en pleine gueule, quoi que ce soit pas, il ne s'est rien passé de particulier, hein, mais c'est intéressant c'est très intéressant ce qui se passe, parce que finalement, je suis quelqu'un d'hyperactif, et là, j'ai été obligé de m'arrêter quand même. J'ai fait un premier test qui est revenu négatif, j'en ai fait un deuxième pour un PCR qui est revenu positif, bon, et ça m'a cassé, je suis obligé de m'arrêter. Et c'est intéressant parce que ça témoigne d'une chose, c'est qu'au fond, nos projets ne sont rien. À un moment donné, il y a une espèce de loi naturelle qui dicte le rythme. Et ici, c'est le rythme de la maladie, toute relative évidemment, mais qui finalement peut vous mettre par terre, m'a mis par terre que sur quelques jours quand même, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est finalement ce que notre société n'accepte pas. Elle n'accepte pas à un moment donné que nous ne puissions pas avoir la maîtrise de tout. Elle n'accepte pas cette idée qu'à un moment donné, nous puissions effectivement ne pas être des super-héros, des super-puissants, et que nous ayons une limite intrinsèque, qui est celle d'un petit virus qui vient foutre le bordel sur quelques années, enfin années maintenant, sur le fait que, à titre personnel, nous ayons un truc qui nous rattrape, que voilà, nous faisons l'expérience dans cette crise de la fragilité, et ça, nous n'aimons pas, en fait. Alors moi, je n'aime rien de plus que faire l'expérience de la fragilité, de ma propre fragilité. On commence déjà sur le terrain des réflexions. Effectivement, ce premier parallèle est intéressant. Et voilà, en parlant de parallèle, on va forcément, et on va ouvrir comme ça, on va commencer avec le parallèle, avec notre premier débat que nous avions eu sur Juste Milieu en août dernier. 6 mois environ, un tout petit peu plus, se sont écoulés depuis. Que s'est-il passé? Alors, on a eu droit à la question de la vaccination des enfants, on a eu le droit à l'instauration du pass vaccinal, on a eu le droit à un débat démocratique toujours plus limité, on a eu le droit à un président qui emmerdait les non-vaccinés. Vous, de votre côté, maître Fabrice Divisio, quel bilan faites-vous de ces derniers mois? Quelle analyse pourriez-vous faire de ce qui vient de se passer depuis notre dernier échange? Dès que les hommes ne se sentent plus dépendants les uns des autres, au sein d'une unité qui les dépasse, ils se groupent d'après la ressemblance en factions inorganiques qui se dévorent réciproquement, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, ayant vaincu les autres, se constitue en partie unique et, rapprochant les hommes dans une commune idéologie, se transforme en monstre totalitaire. C'est pas de moi, c'est Gustave Courbet qui explique la dissociété, donc il y a quelques années déjà. Voilà ce que c'est, voilà ce qui s'est passé. Nous avons perdu cette notion de dépendance en 6 mois les uns des autres. Je l'avais exprimé chez vous. C'était un des premiers sur lesquels j'avais réagi sur ce pass sanitaire, où j'avais dit nous créons une scission, véritablement. Donc, dès que les hommes ne se sentent plus dépendants les uns des autres, au sein d'une unité qui les dépasse, cette unité qui était ce vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble, dont on nous dépasse, cette France black blanc beurre. Vous vous souvenez de tout ça? Ils se groupent d'après la ressemblance, les vax et les non-vax, en factions inorganiques, parce que de facto, ça ne veut rien dire, vax, non-vax, qui se dévorent réciproquement, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, ayant vaincu les autres, se constitue en partie unique et, rapprochant les hommes dans une commune idéologie, se transforme en un monstre totalitaire. Le pass vaccinal, il faut effectivement supprimer les allocs ou je ne sais pas quoi aux non-vaccinés, ce qui se fait en Italie. Il faut effectivement faire payer la réa, il faut, c'est non-vax, c'est non-vax, c'est non-vax. Donc, monstre totalitaire qui dévore les autres, qui ayant vaincu les autres, se constitue en partie unique, rapprochant les hommes dans une commune idéologie, se transforme en monstre totalitaire. Rien que ça. Se dévore réciproquement. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une violence qui existe.
Il y a une violence intrinsèque entre les non-vaccinés et les vaccinés. Il y a une violence sociale qui s'est complètement exacerbée, où la France, le monde, s'est divisé avec une violence, avec une parole violente qui se libère, en fait. Et ça, on ne s'en remettra pas. Et ça, je vous garantis qu'on ne s'en remettra pas. Le mal est fait, il est assumé, avec un président qui emmerde les non-vaccinés, avec un président qui concrètement assume complètement ses propos, qui veut emmerder les Français, considère que les non-vaccinés sont des sous-citoyens. Vous êtes dans la dys-société de Gustave Thibon. Et pourtant, même si effectivement ce constat-là est plus qu'alarmant, et plus que pessimiste sur les derniers mois que nous venons de passer, plus récemment, on a l'impression, en tout cas, et je posais la question à Florian Philippot qui était à votre place il y a quelques jours, on a cette impression quand même que le vent tourne, alors surtout à l'international. On a le gouvernement espagnol qui a parlé de considérer le Covid-19 comme une maladie endémique. On a eu la levée des restrictions en Grande-Bretagne. On a actuellement, à l'heure où on se parle, ce convoi de la liberté qui chemine à travers le Canada, qui a fait prendre la fuite à ce cher Trudeau, qui est aujourd'hui caché, on ne sait où. Ce convoi de la liberté, d'ailleurs, qui pourrait peut-être arriver en Europe. On voit fleurir des communications, surtout sur les réseaux sociaux, qui préfigurent un petit peu un temps qui ressemblerait à celui qu'il y avait avant les Gilets jaunes. Alors, peut-être que je suis un petit peu trop optimiste. On n'a pas le droit de faire ça. Mon propos, c'est qu'on n'a pas le droit de donner aux gens des faux espoirs. Ça, c'est pas du concret, ça. Et c'est toute la question que je voulais vous poser. Comment vous analysez ça? Non, c'est pas du concret. Alors, il y a deux choses. Les Canadiens ont bougé quand cet abruti de Trudeau leur a imposé l'obligation vaccinale. Demain matin, vous faites la même chose aux routiers français, vous avez un blocage du pays. Mais parce que, soyons d'accord, chacun pense à sa gueule. En fait, la notion, je vous expliquais, cette notion de société d'Aristote qui l'entend comme une communauté de destin, ça n'existe plus, chacun pense pour lui. Je veux dire, on a eu cette intelligence, finalement, de ne pas soumettre les routiers à la vaccination, leur conférer leur propre resto, tout ce que vous voulez, bah, ça se suffit à soi-même. Vous les avez entendus, les routiers français? Non. Et les routiers canadiens, vous les avez entendus lorsque, concrètement, ils ont été concernés. Premier point. Sur la réouverture, je ne vais pas bouder mon plaisir. Évidemment que chaque claque que se prend notre gouvernement est une claque qui est bienvenue, en fait. Et chaque fois qu'il y a un décalage, parce que c'est très intéressant, d'ailleurs, si vous regardez, il y a eu un changement de paradigme. Jusqu'ici, c'était « mais tout le monde fait la même chose, maître. Tout le monde. Tout le monde a confiné. » C'était pas vrai, mais c'est pas grave. Tout le monde a confiné. Donc vous voyez bien qu'on a raison de le faire puisque les autres le font. Sauf que concrètement, actuellement, les autres ne le font plus. Actuellement, les autres ont réouvert. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout à coup, l'étranger ne nous intéresse plus. L'étranger n'est plus un modèle. On vit en autarcie. Il y a une espèce de décalage entre, d'un côté, plus l'étranger réouvre, plus nous, on s'enfonce. Ce passage de 6 mois à 4 mois pour le certificat de rétablissement. On ne sait pas d'où ça sort. Et dès lors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie juste que, très concrètement, nous avons un fonctionnement aujourd'hui qui est le nôtre propre parce que nous avons changé le contrat social, c'est ce que nous voulons, et nous voulons faire plier cette majorité, j'en sais rien, mais en tout cas cette frange de la population qui ne veut pas céder. Dans un but qui ne peut pas être sanitaire. Je veux dire, réfléchissons-y un instant, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, ce variant Omicron a changé, si tant est que ce n'était pas le cas avant, aujourd'hui, ce variant Omicron a tout changé. Et plutôt que de s'en réjouir, voilà qu'on fait comme s'il ne s'était rien passé, et au contraire, on vient prendre un espèce de contre-pied proportionnel où on fait semblant d'y voir quelque chose de beaucoup plus grave et de réagir comme si c'était quelque chose de beaucoup plus grave. Bon. Le problème, c'est que les pays qui réouvrent, moi, je ne m'en réjouis pas. Je ne m'en réjouis pas, et comptez pas sur moi pour m'en réjouir. Je m'en réjouis à la mesure que ça représente, un espoir, et je n'entends pas l'anéantir, mais je n'entends rester prudent. Pourquoi prudent? Parce que ce que sont en train de faire les pays en question, ils sont en train de considérer que finalement, le Covid justifie maintenant, à l'heure à laquelle on parle, de le traiter comme quelque chose d'endémique et dont on sait qu'on ne se débarrassera pas finalement. Mais la question qu'on peut raisonnablement se poser est la suivante. En sont-ils réellement convaincus? Ou par pure circonstance, électoralisme, ce que vous voulez, j'en sais rien, moi. Tout à coup, on change d'avis. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me garantit que demain, au fond, je ne vais pas retomber dans les mêmes travers?
Si je le dis encore autrement, quand j'ai affaire à des gens qui se sont comportés comme des tyrans, qu'est-ce qui me garantit qu'ils ne se comporteront pas de nouveau comme des tyrans? Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est oublier un peu vite. On est en train d'oublier un peu vite qu'on a confiné des gens, on a oublié un peu vite qu'on a empêché des gens de vivre, on oublie un peu vite qu'on a mis en place un pass vaccinal dans beaucoup de pays qui aujourd'hui réouvrent, qu'on a effectivement discriminé les non-vaccinés alors qu'ils avaient finalement raison. On le voit qu'ils avaient raison. C'est pas inintéressant. Et donc, on est dans une situation où très concrètement, je me méfie comme de la peste de ces gens qui sont des triomphalistes, mais qui derrière peuvent nous préparer un sale coup à tout moment. Et si je le dis encore autrement, moi j'aime ce qui caractérise l'état de droit, c'est des règles claires. Vous voulez déclencher un confinement, ok, admettons, même si son efficacité est discutée, bien. Donc, pourquoi pas, je veux dire. Mais alors, c'est intéressant de savoir à partir de quel seuil. Qu'on ait des règles claires. Dites voilà, on a appris de nos erreurs, ou en tout cas de notre histoire. Et à partir de maintenant, eh bien, quand nous arriverons dans telle situation, vous devez savoir que nous nous laissons la liberté de confiner. Quand nous arrivons dans telle situation, nous nous laissons la liberté de fermer les restaurants, fermer ceci dit. Ça, à telle situation, enfin une clarté, une espèce de clarté de la loi, une espèce d'intelligibilité de la loi. Ça, ça n'existe pas, en fait. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, mais on ne connaît pas les causes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me garantit que demain, finalement, je n'aurai pas le droit à un confinement climatique? Qu'est-ce qui me garantit que demain, si tout à coup mon épidémie repart, je vienne de nouveau admettre l'hypothèse de fustiger les non-vaccinés ou que sais-je, les citoyens irresponsables? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire qu'à un moment, je ne sais pas où on va. Je n'ai pas de prévisibilité. Et je continue. Moi, vous avez des États qui ont une constance. La Suède a eu une constance. La Croatie a eu une constance à peu près. Vous avez la Floride qui a eu une constance. Le Texas à peu près a eu une constance. Vous avez quelques États africains qui ont eu une constance. Ça, d'accord, ça, j'accepte l'idée. Mais il n'y a pas de triomphalisme là-dedans. C'est pas du coup je réouvre. Parce que je vous rappelle quand même que le coup de la réouverture, on me l'a déjà fait en France. Rappelez-vous ce clip en juin, ou en mai, je ne sais plus, où effectivement, avec Gabriel Attal, qui prenait un café en terrasse avec Cyril Hanouna, et tout le monde applaudissait, bravo, on est sur la terrasse. Tout ça pour que 3 mois plus tard, la vie reprend. Vous vous souvenez de ce clip financé sur les fonds publics, pour qu'ensuite on en arrive à un pass sanitaire puis un pass vaccinal. Donc vous m'excusez si le degré de confiance que j'ai dans un tyran, il reste effectivement très limité quand même. Et aujourd'hui, nous devons admettre l'idée que certains États, plus que d'autres, je peux aisément en convenir, se sont largement comportés en tyrans, ont basculé dans un totalitarisme et que lorsqu'ils ne s'en repentent pas, ils disent ça ne se justifie plus. Sauf que donc, on admet l'hypothèse que quelque chose ait pu justifier un confinement généralisé, un couvre-feu, de traquer les personnes qui violaient le confinement, d'interdire les plages. Il n'ait pu avoir quelque chose qui justifie qu'on vienne faire pression sur les non-vaccinés, qu'on mette effectivement des gamins sous contrainte vaccinale en leur refusant toute vie sociale. Quelque chose justifie qu'on vienne déprogrammer massivement l'intervention. Quelque chose justifie qu'on vienne maltraiter les populations en la traitant sinon d'irresponsable, en tout cas en se comportant comme tel, en faisant basculer sur le côté moral. Eh bien moi, non. Excusez-moi, mais non. Bien. Mais c'est non. Justement, pour continuer à creuser cet argument, et j'essaie d'adopter un petit peu l'avis de la partie adverse, hein. Après tout, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce que, je pense notamment à des gouvernements qui ont des comportements peut-être un petit peu plus, on va dire, en tout cas un petit peu moins forts que la France, parce qu'on a la tête dans le guidon et on regarde que la situation de la France. Mais je pense par exemple au gouvernement espagnol qui a déclaré qu'il fallait en gros vivre avec. Est-ce qu'on peut aussi considérer que eux aussi, les dirigeants au sens large, aient été pris de court, aient été mis face à une situation imprévue? Je sais que c'est d'une naïveté, et je sais que vous aurez le droit de vous moquer, mais je finis mon argument. Non, je ne me moque pas, mais non, mais je me moque pas, mais je me moque pas du tout, mais
Mais ça me saoule. Je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, oh, excusez-moi, bah, vous savez quoi, je savais pas, donc je vous ai tous foutu en tôle parce que c'est vachement plus tranquille de vous foutre en tôle. J'avais deux options. Gérer l'épidémie, d'un côté, voilà, je veux dire, en regardant un peu ce qui se passe au jour le jour, augmenter mes effectifs hospitaliers, ou en tout cas éviter de les retrancher en suspendant des soignants hâtivement. J'avais la possibilité, effectivement, d'appliquer une mesure des choses. J'ai choisi parce que c'était pratique, tu vois, c'est cool, c'est vachement cool, je te fous en tôle. Hein, et puis tu sais quoi, je te mets en tôle, je fais ton procès après, et si tu es innocent, je te relâche. Sauf que les pénalistes vous diraient que quand je fais ça, quand j'utilise l'arme de la détention provisoire au droit pénal, c'est qu'il y a un risque, c'est le risque du risque, quoi. Et que j'évite de l'utiliser. Parce que c'est justement, on ne l'utilise qu'avec une parcimonie extrêmement importante, tant c'est attentatoire aux libertés. Là, on a fait mieux. On a mis en tôle des gens qui n'avaient rien fait. Il n'y a même aucun soupçon. Je veux dire, non, si vous voulez, regardez, la Suède a fait un choix différent. Est-ce que alors, excusez-moi, mais ça m'intéresse. Donc, ou la Suède sont des irresponsables, encore, ou la Suède sont effectivement une espèce d'intelligence suédoise, parce que les Suédoises sont jolies. Alors, je parlais, il y a peut-être une espèce d'intelligence suédoise collective qui fait qu'eux ont vu des choses qu'on n'avait pas vues. Ou alors, ils n'en ont rien à foutre de leur peuple. Après tout, pourquoi pas, ils veulent le tuer. Et puis d'ailleurs, si vous regardez, on marchait sur les cadavres en Suède. C'est intéressant, hein, on marchait sur les cadavres. On n'en pouvait plus tellement il y avait de cadavres. C'est possible, hein. L'Angleterre, qui s'est résolue tard au confinement, n'a jamais pris de masque à l'intérieur, par exemple. Ça n'a jamais été obligatoire le masque à l'intérieur. Donc, je pense qu'on marchait sur les cadavres. Bon, mais à la fin de la fin, à l'arrivée, si vous voulez, on a une course et à l'arrivée, on s'aperçoit de quoi? C'est que l'État français a quasiment le nombre de cas le plus important au monde aujourd'hui. Et en même temps, il la ramène. Et le coup, tout le monde a fait pareil. Regardez les classements internationaux, on est mauvais, très mauvais. On est très mauvais. De sorte qu'il y avait d'autres voies possibles. On va encore me refaire le coup, oui, mais vous comprenez, en mars, on ne pouvait pas savoir. D'abord, le propre d'un gouvernement, c'est de savoir. Le coup du terrorisme qu'on ne sait pas, l'épidémie qu'on ne sait pas, la tempête qu'on ne sait pas, le tremblement de terre qu'on ne sait pas, c'est à se demander ce qu'on sait quand même. Parce qu'il me semblait qu'on avait des services secrets, il me semblait qu'on avait des intérêts à Wuhan, donc a priori on savait, en tout cas on aurait pu savoir, qu'à l'heure qu'au temps de Christophe Colomb on ait du mal à savoir, je veux bien, mais qu'aujourd'hui on n'est pas su ce qui se passait à Wuhan réellement, ça témoigne quand même d'un truc qui ne va pas. Ensuite, très vite on a su, à défaut de ne pas savoir, on a vite su quand même. Hein? Bon. Je veux dire, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? C'est intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un variant qui résiste au vaccin. Et qu'est-ce qu'on fait? On pousse tout le monde à se faire vacciner. Aujourd'hui, on sait que ceux qui finissent en rien, je sais qu'à force d'être plus jeunes, comme je le disais hier dans mon émission, les patients finalement ne sont pas encore nés, qui sont déjà malades. Mais concrètement, on est tous d'accord pour dire que c'est à partir de 60 ans, 65 ans, qu'on a un véritable risque. Alors admettons, Martin Blachier vous dirait à partir de 50 ans, s'il veut. Bien, mais admettons-lui ça. Peu importe. Mais on sait quand même que la comorbidité est facteur de risque, on sait que l'âge est facteur de risque, et aujourd'hui, on sait que l'âge, finalement, les vieux continuent de mourir, là où effectivement, concrètement, le vaccin est censé les protéger. Et quand on dit ça, on dit, mais c'est normal, ils sont vieux. C'est extraordinaire. Là, on a un narratif qui est extraordinaire. La com vous dit, prenez le vaccin, ça marche. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est super. Sur les vieux et les immunodéprimés? Ah non. Et pourquoi? Parce qu'ils sont vieux et immunodéprimés. Ah. Mais c'est normal, le vaccin ne marche pas sur les vieux et les immunodéprimés. Oui, mais ce n'est pas eux qui font des formes graves. On ne peut pas tout avoir. Hein. D'accord? Déjà, ils sont vieux et immunodéprimés. Si en plus, effectivement, il faut qu'ils soient protégés, on n'a pas fini. Hein. Et maintenant, on a dit, vous savez, si tu es vacciné, et en plus, maintenant, Pfizer, il a tout prévu. Tu as le vaccin qui protège les vieux et les immunodéprimés qui meurent quand même. Pas grave. Mais ça les protège quand ils meurent protégés, ce qui n'est pas si mal. Et de l'autre, vous avez maintenant, en plus du vaccin, c'est super tenu, le médicament contre la forme grave. Donc, tu as le vaccin et le médoc. Avec ça, avec un peu de bol, tu as le droit d'être vieux et immunodéprimé. Ok, si vous voulez, on arrête de se foutre de ma gueule. Je veux dire que l'État a été vendu à Pfizer, ils aient le droit, mais qu'on arrête de me dire que c'est sanitaire. Quoi. Et qu'il y ait quelques cons pour le croire, c'est eux que ça concerne. Mais voilà, je n'ai pas discuté avec les cons. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très content de ne plus avoir de débat de télé insupportable avec des espèces d'abrutis qui comprennent rien à rien
et à qui vous dites, non mais là, oh chérie, non mais qu'est-ce que tu aurais fait toi à leur place? D'abord, je ne suis pas à leur place, hein, chérie, je ne suis pas à leur place. Normalement, a priori, ils ont été élus. Mais tu comprends, les pauvres, hein, les pauvres mecs, là, tu comprends pas, toi, je l'entends toute la journée, ça. En ce moment, je ne sais pas pourquoi ça revient en ce moment. Mais tu te rends compte un peu les pauvres, quand même. Les pauvres, ils sont quand même vachement riches, moi, je trouve. Hein. Moi, j'aimerais être pauvre comme ça. Oui, et quoi? Mais dans la vie d'un gouvernement, tu ne sais pas toujours quoi faire. Ah bah, c'est rassurant. Putain, il y a un conseil de défense, il y a un truc, là. On n'a qu'à rendre public les conseils de défense, et on saura ce qui s'est dit. Ils ont peut-être joué aux cartes pour les conseils de défense. Tout est possible, parce qu'effectivement, il n'y a aucune transparence là-dessus. Si vous voulez, ça me saoule. Mais justement, alors, je mets de côté ma naïveté, j'entends vos arguments, maître Divisio, mais dans ce cas-là, si on ne peut pas parler d'erreur, d'impréparation, si on ne peut pas donner le bénéfice du doute. La préparation, si on peut en parler, on n'est préparé à rien dans ce pays, donc on peut parler. Ça veut dire, on est dans un monde occidental qui est préparé à rien. Regardez, pardon, mais à chaque fois qu'il y a une. Alors ça m'éclate. Je vous reprends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est très intéressant, parce que j'ai bossé sur le dossier, qui était le tremblement de terre de l'Aquila. Le tremblement de terre de l'Aquila, mais qui disait, mais putain, je ne pouvais pas savoir. Mais d'où tu ne peux pas savoir? Putain, tu es sur une région où c'est pas une faille que tu as, c'est un énorme trou. Moi, j'y ai vécu dans l'Aquila en particulier. J'ai vécu à Rome et ensuite dans l'Aquila. Je le sais. Où là-bas, effectivement, la question que tout le monde se pose, les vieux, ils te disent non, mais de toute façon, moi, je ne sais pas si le matin je me réveillerai parce que concrètement, tu te fais engouffrer là, par le tremblement de terre. Donc, ils savent. C'est comme si le mec disait mais Los Angeles, on ne sait pas, tu comprends. Ouais, il y a le bougouane, mais bon, on ne sait pas. C'est pas facile hein, de prévoir, hein, des fois. C'est pas facile. Hein. Non, mais oui, la préparation, mais on est les rois de la préparation. On est préparé à rien. À rien. Du coup, on laisse les autres nous préparer. McKinsey nous a préparé, il a même apprêté d'ailleurs. Pfizer nous a préparé plein de vaccins, plein. Mais nous, on ne prépare rien. C'est marrant quand même. Hein. Mais justement, si on va au bout de cette argumentation-là, comment on peut expliquer les mêmes erreurs de Madrid à Paris, en passant par le Canada, en passant par certains États des États-Unis, en passant par certains États d'Afrique, d'Amérique du Sud? Non, je ne répondrai pas à ça. Non, je ne répondrai pas à ça. Ça me fait chier, donc je ne réponds pas. C'est le nouveau paradigme. Quand une question m'emmerde, je ne réponds plus. Celle-là, elle m'emmerde. Donc, je ne réponds pas. Elle est con, donc je ne réponds pas. Je suis désolé. Hein. Je fais ce que je peux. Mais je suis désolé. Hein. J'ai décidé que je ne répondais plus aux questions cons. Je l'ai dit avec Morio hier sur l'émission qu'on anime ensemble, où j'ai dit voilà, j'ai un genou, je ne réponds pas aux questions. Ça, c'est une question con. Donc, je ne réponds pas aux questions cons. Autre question. Voilà. Je me la garde et je me la taille en biseau, comme on dit. Alors, on va revenir, j'espère. Mais vous pouvez la poser, hein, c'est juste que je n'y répondrai pas. Bon, alors, je vais essayer de viser. Parce que d'abord, la réponse, tout le monde la connaît et que je ne vais pas effectivement apporter quelque chose de substantiel dans ma réponse. D'autre part, parce que ensuite je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pas comment on y entrer, c'est comment on en sort. J'ai un éditeur qui m'a proposé un bouquin, tiens. Un éditeur m'a proposé un bouquin, j'ai hésité. Et je dois à mes enfants un pragmatisme à toute épreuve, des fois. Un éditeur m'a dit ce serait génial d'écrire un bouquin, 200 pages, là, un gros bouquin, puis je te paye vachement bien. Un truc vraiment bien, hein, je t'ai pas mal payé en plus. J'aurais peut-être dû accepter. Mais comment en est-on arrivé là? Et je me suis torturé la tête avec ce truc pendant des semaines. Puis un jour, un de mes enfants me dit mais en même temps, tu t'en fous de comment on est arrivé là. Ce qui intéresse, c'est comment on t'en sort. Après, tu réfléchis à comment on y est entré, mais d'abord, il faut en sortir. C'est pas con comme remarque. Donc, vous voyez, moi aujourd'hui, ça, comment on y est entré, m'en tape. Je sais comment on y est entré. On y est entré par un système de corruption généralisé. On y est entré parce que l'État a été vendu absolument aux mêmes boîtes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça vous le savez, donc je ne vous apprends rien. Donc, à partir de là, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est comment on en sort, pas comment on y est entré. Eh bien justement, alors allons-y sur cette question-là, sur la question de la sortie de ce labyrinthe. On parlait tout à l'heure du vent qui tourne. Effectivement, votre réponse est très intéressante. L'espoir n'est peut-être pas de retour et le problème est ailleurs, sur effectivement que c'est tout ce qui a été rendu possible. L'espoir, l'État en a plein à vendre. Il a que ça, donc il le vende. Effectivement, l'espoir ou d'autres acteurs de la crise, mais effectivement, la question est plutôt de savoir ce qui a permis de rendre possible ce qu'on vit et ce qui pourrait se reproduire d'ailleurs n'importe quand. Mais ça va se reproduire, évidemment que ça va se reproduire. D'ailleurs, ça se reproduit déjà. Non, mais je veux dire. Non, mais. Pardon, mais. Évidemment que ça va se reproduire. Mais évidemment que ça va se reproduire. Non, mais vous rigolez ou quoi?
vous avez laissé le pouvoir à quelques tarés. Je parle ici, effectivement, naturellement du gouvernement, mais je parle de tous ces mecs là qui paradent sur les plateaux de télé en vous racontant n'importe quoi à longueur de journée. Je pense à Begarban, je pense à Lacombe, je pense à tous ces gens à qui on a donné le micro. Vous pensez qu'ils vont vous le rendre aussi facilement? Mais vous rigolez ou quoi? Non, mais vous avez écouté, vous avez reçu Marty là récemment, vous. D'ailleurs, si vous pouvez organiser un débat entre Marty et moi, ça serait intéressant parce qu'il veut pas. Moi, il veut pas, il veut pas. Bah, Parce écoutez, que, non, parce que elle est sympa votre chaîne et je vous aime bien, hein. Mais bon, laissez Marty raconter des conneries, si pour faire une chaîne YouTube pour ça, on a déjà BFM pour ça, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Je veux dire, laissez Marty vous raconter n'importe quoi. J'ai arrêté au bout d'un quart d'heure parce que j'avais cassé mon ordinateur. Et c'est quand même une des rares fois où j'ai pas jusqu'au bout d'une de vos émissions, quoi. Mais Marty, au bout d'un quart d'heure, c'est où je tapais Marty, ce qui n'était pas possible, parce qu'il était à travers l'écran, pas violent. Où je vous tapais vous, ce qui n'était pas beaucoup plus facile non plus. Où je tapais mon ordinateur, c'était le seul truc que j'avais sous la main. Et vous comprenez que je n'avais pas envie de taper sur mon ordinateur. Donc, je veux dire, voilà, tout ça pour dire que vous avez tendu le micro à des abrutis, bah du coup, ça donne ça, quoi. Et comme les abrutis, il y en a plein partout, aujourd'hui, c'est les abrutis médicaux, demain, ce sera les abrutis climatiques qui vont vous expliquer que les éoliennes, c'est top, génial, que la 5G, c'est inoffensif, que être anti-5G, c'est être anti-vax. D'ailleurs, on remarque, hein, anti-5G, c'est être anti-vax, anti-éolienne, c'est les mecs qui vivent dans le Larzac avec des chèvres. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, vous avez affaire à l'innovation, ce que j'appelle des dictatures de l'innovation, et ben ça va pas s'arrêter, c'est comme ça. Alors, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est une guerre, entre guillemets, une guerre d'abrutis, parce qu'on est tous l'abruti de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour le docteur Jérôme Marty, j'imagine qu'il a autant de considération que ce que vous avez pour lui, et c'est le but de Juste Milieu, de recevoir des gens, justement, qui ne sont pas forcément d'accord, mais qui puissent être en mesure de discuter. Maintenant, effectivement, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec mes questions, avec mes petits moyens, mais en tout cas, je note bien la proposition, et je serais ravi d'organiser ce débat-là en tant qu'arbitre, on va dire. Je ne dirais pas le truc que... Il y en a qui sont l'abruti de quelques-uns, et il y en a d'autres qui sont l'abruti de tout le monde. Je pense que Jérôme Marty est plutôt l'abruti de tout le monde. Écoutez, j'ai hâte que vous puissiez justement en discuter tous les deux. Et je vais quand on est capable d'expliquer qu'effectivement, on a des millions d'indices de recul sur le vaccin, après ça... Eh ben justement, cet argument-là, je sais que c'est une question con, mais je vous demanderai par pédagogie d'y répondre parce qu'on a entendu beaucoup de gens qui, de facto, n'étaient pas d'accord avec le docteur Marty et avaient tous les noms d'oiseaux en tête vis-à-vis de lui, mais de manière pédagogique. Pourquoi cette déclaration est fausse? Pour la même raison que Gabriel Attal raconte n'importe quoi quand il dit que quand il vous file un chèque de 100 balles, vous pouvez faire 50 pleins à 2 euros. Bah, c'est la même raison, en fait, vous voyez. C'est à peu près la même raison. Je ne sais pas si un propos con mérite d'être commenté. Il mérite d'être moqué. C'est une Marty, il ne mérite pas d'être commenté, il mérite d'être moqué. Pour être honnête, commenter le propos de Jérôme Marty, c'est accorder un crédit à ce propos, ce que je ne ferai pas. Alors, écoutez, effectivement, ne le faites pas, c'est tout à fait votre droit. Maintenant, c'est aussi la ligne chez Juste Milieu, c'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise image de quelqu'un et je trouve ça souvent facile de décrédibiliser un propos. Vous avez la ligne que vous voulez, c'est votre problème et votre chaîne. C'est juste qu'effectivement, après, vous composez avec les espèces de tarés que vous invitez, dont je fais partie. Parce que gérer un mec comme moi, vous ne me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire, c'est tout. Et Marty, j'ai absolument pas envie d'être sympa avec Marty, donc je ne serai pas sympa avec Marty. Non, je suis d'accord, mais en tout cas, la manière avec laquelle je vois les choses, et après on passera à autre chose, c'est que je trouve ça généralement facile de critiquer un propos simplement à cause de celui qui l'a émis. Et donc, non. Si vous aviez tenu le même, vous auriez critiqué aussi, ne vous inquiétez pas. Et pourtant, non, mais peu importe. non, mais si vous voulez. Non, mais attendez. Pas vous. Non, pas vous. Faites pas du BF, merde, quoi. Je veux dire, on a déjà, c'est bon. Je veux dire, alors, s'il vous plaît. Non, mais concrètement, Marty, je veux dire, le mec, excusez-moi, mais en fait, il essaye de vous démontrer, ce qu'il essaie de vous démontrer, c'est que le vaccin est sûr. Qu'on a des millions d'années de recul. Pourquoi? Parce que j'ai vacciné des millions de personnes. Mais ça pose quand même deux questions. Un, donc quand j'ai commencé à vacciner, on admet l'idée que j'avais aucun recul déjà. Hein? En gros, c'est, mais tu vois, hey, chérie, il n'y a pas de problème. Regarde, j'ai vacciné tous les gosses, aucun n'est mort. Tu vois que j'avais raison. Bah oui, enfin. Et quand je l'ai vacciné, quand j'ai commencé le vaccin, le fait est que je n'avais donc aucun recul. On le reconnaît maintenant. Ah bah attends, on avance quand même. Merci Jérôme Marty. On avance. Et donc on légitime l'absence de recul par le fait que j'ai vacciné la population entière. Mais vous rigolez ou quoi? Il faut avoir fait... Non mais je veux dire, si ces mecs, ils croient dans ce qu'il dit, on est face à un vrai problème quand même là. J'espère qu'il n'y croit pas et que c'est un propos de scène, en fait. Parce que si réellement il n'a pas compris que
l'AMM, Marty, c'est quand même le mec qui, sur Twitter, vous explique qu'on n'est pas en AMM conditionnel. Hein. Oh, on est en autorisation de mise sur le marché conditionnel. C'est un truc à se frapper la tête par terre quand même. Hein. Je vous répète ce que ça veut dire AMM conditionnel, parce que quand même, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on se le dise, quoi. La définition de l'AMM conditionnel, je trouve ça, que tout le monde passe au travers de ça, excusez-moi, qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Donc, c'est qu'a priori, vous avez besoin de données à long terme sur la sécurité et l'efficacité, bordel de cacahuètes, quoi. Je dis, non, mais enfin, c'est quoi ce bordel? On dit, mais non, mais il n'y a aucun, mais pas besoin, ça n'existe pas, à 3 mois. Et alors, putain, pourquoi tu te fais chier à faire des essais cliniques en 3 ans? Non, mais merde, pourquoi tu t'emmerdes, toi, labo? T'as un pouvoir de malade, t'as du fric, t'as des lobbyistes, et ça fait des années que tu gueules pour avoir des AMM beaucoup plus rapides, et voilà que ces abrutis d'État, t'es vraiment inefficace comme gars. Ils te disent non, parce que tu comprends la sécurité, l'efficacité, bidule, tout ça, c'est le long terme, tout ça, mais je peux t'accorder dans des cas vraiment exceptionnels une AMM conditionnelle. Et puis attendez, à un moment donné, là, on va essayer de faire 2 minutes, un petit peu quand même de précision, ça me saoule ces conneries. L'AMM conditionnelle, elle se pose sur un autre problème, un besoin médical non satisfait. Pourquoi? C'est quoi un besoin médical non satisfait? Concrètement, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas attendre? Ce que je ne peux pas attendre, c'est si les données d'efficacité et de sécurité disponibles sont positives et que les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent, écoutez ce que je vous dis là, le risque inhérent à l'absence de recul important. L'AMM conditionnelle peut être envisagée dans des situations d'urgence à des réponses pour la menace de la santé publique. Concrètement, les gens meurent, il faut qu'ils arrêtent de mourir. C'était ça, le truc. Mais les gamins, quand est-ce qu'on vaccine avec une AMM conditionnelle des gamins? Mais on est tous devenus complètement cons ou on est tous devenus tarés? Depuis quand on vaccine des gamins et des gens qui ne font pas de putain de forme grave avec une AMM dont on nous dit qu'il y a une absence de recul, l'emporte sur le risque inhérent à l'absence de recul? C'est quoi aujourd'hui l'intérêt de vacciner la population entière avec un vaccin qui n'empêche pas la transmission? Donc vous n'éteindrez pas l'épidémie. Et on l'a toujours su qu'il n'éteindrait pas l'épidémie. On a toujours su que ce vaccin n'empêchait pas la transmission. Et pourquoi on l'a su? Parce que le laboratoire n'a pas demandé l'AMM sur l'absence de transmission. Le labo a toujours dit, moi j'ai un super produit génial avec des super powers qui fait le café, mais je te préviens, il n'empêche pas la transmission. En tout cas, j'en sais rien. Parce que j'avais dit à l'époque, déjà à l'époque du variant anglais, que concrètement, nous avions le fameux COVID-U, qui était cette grande étude menée par Moderna aux États-Unis, chez les étudiants pour savoir si le vaccin protégeait de la transmission. Mais on nous a expliqué ensuite, ouais, mais non, moi j'ai fait des études en vie réelle, t'as vu, j'ai pris ma grand-mère, ma mère et mon père. Et quand tu mets les 3 ensemble, il y en a 1 sur 3 qui a été contaminé, il était vacciné, donc ça te réduit d'un tiers. Oh, vous avez fini là? Vous avez fini d'enfumer tout le monde à un moment donné? Je veux dire, vous avez choisi de vous taire sur la même conditionnelle, vous avez choisi finalement, le labo lui-même a dit que ça n'empêchait pas la transmission, votre vaccin, il sert à que quick aujourd'hui sur 95% de la population, et sur 5% aussi d'ailleurs. Mais sur 95%, c'est flagrant, si vous voulez. Et Jérôme Marty qui me dit, mais attends, puis avec son petit sourire là, la nénette qui lui pose la question, qui lui dit, mais non, on a des millions d'années de recul. Là, putain, le journaliste, il se lève pas en disant, oh, mais dégage de là. Oui, oh, toi là, dégage, dehors. Vas-y, va faire de la paléontologie si tu veux. Mais putain, fais pas de la science, quoi. Va étudier les dinosaures, moi tu tueras personne. Non mais putain, le mec il vous explique qu'il y a des millions d'années de recul. Bam. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai vacciné 3 millions de personnes, donc ça fait 3 millions, une fois 3 millions, ça fait 3 millions d'années de recul. Oh! Et tout le monde le laisse dire. Mais putain, oui, on est tous l'abruti de quelqu'un, mais comme je vous le redis, il y en a certains qui sont l'abruti de tout le monde. Mais justement, avec toutes ces digues qui ont sauté avec ces médias, et d'ailleurs, je n'ai pas la prétention d'être journaliste de métier, c'est aussi pour ça que, effectivement, l'interview qui a été menée n'était pas digne des médias. Maintenant, il faudrait déjà que les médias eux-mêmes soient dignes de eux-mêmes. Pardonnez-moi, mais je... Oui, pour le coup, oui.
Effectivement, oui, c'est vrai. La phrase a deux sens, effectivement. Mais avec toutes ces digues qui ont sauté, avec ces médecins, avec ces scientifiques au sens large, qui, comme vous le dites, se sont assis sur beaucoup de choses, avec ce rôle des médias qu'on a vu qui pose véritablement problème. Tout à l'heure, vous parliez de l'issue, de la sortie de la situation que nous vivons actuellement. Comment elle se préfigure, d'après vous, cette issue? Mal. Comme ça, j'ai bien foutu le moral à l'air de tout le monde. Mais elle se préfigure mal. Parce que nous n'avons tiré aucune leçon de la crise. Nous ne pourrons, si vous voulez, pourquoi la Seconde Guerre mondiale, par exemple, comparaison n'était évidemment pas raison, et je pourrais prendre un autre exemple, mais pourquoi d'une manière générale? Allez, dans les guerres, ce que vous voulez, dans les crises, ce que vous voulez, la question se pose. Pourquoi le sang contaminé? Tiens, prenons un autre exemple. Par exemple, le sang contaminé. La guerre, ce n'est pas un bon exemple, alors prenons le sang contaminé. Pourquoi le sang contaminé? Finalement, il y a des réformes bidons au passage, mais qui ont été prises parce qu'il y a eu un procès. Parce que le juge, à l'époque, parce qu'il y a eu un début et une fin de crise, et le juge, à l'époque, a dit « Ok, maintenant que c'est la fin de la crise, je vais m'en mêler. » Et c'est ce que je dis depuis le départ. Quand ce sera la fin de la crise, le juge s'en mêlera. Pour l'instant, tout le monde se fout de ma gueule parce que les plaintes ont été classées par la CJR ou que sais-je. Et je n'ai rien à foutre, au message. Je veux dire, mais demain, quand viendra la fin de la crise, le juge dira Ok, attends, moi je suis juge, alors tu comprends, moi je vais t'expliquer comment on fait, parce que moi j'ai le pouvoir, je vais examiner. Et parce qu'il faudra taper sur des gens à ce moment-là, pour pas qu'on tape sur eux. Pour faire oublier le fait qu'ils ont peut-être un tout petit peu failli, on va taper sur eux. Les médecins, effectivement, vont balancer les collègues. Non, mais c'est pas de ma faute, c'est lui, là, tu comprends? Moi, je suis généraliste à Fronton, je sais pas où. Je suis généraliste du côté de Toulouse. Moi, je connais rien. Hein. Moi, j'ai fait ce que. C'est elle, là, tu vois, c'est Karine Lacombe qui me l'a dit. Moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse en tant que petit généraliste? C'est elle qui me l'a dit. Oui, j'ai parlé, mais j'ai parlé sous son contrôle. C'est ça qui va se passer. Ils vont se balancer les uns les autres. Et à la fin, tout le monde va balancer le gouvernement. Et donc, le gouvernement, ce qu'il cherche à faire, c'est éviter ça, quoi. Éviter de se prendre le Gaulois réfractaire en pleine gueule. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, par exemple, ça a commencé et ça commence à faire mal. L'administration Biden s'est quand même pris un sacré revers. Quand le juge fait son boulot, si vous voulez, ça va être compliqué. Hein, quand l'administration Biden s'est pris ce putain de revers sur l'obligation vaccinale, ça fait mal. Hein. Ça fait mal quand même. Hein. Que la Cour suprême vienne dire non, ton truc, c'est de la merde. Là. Quand les cours espagnols disent non, attendez, le confinement, la poubelle. Et que nous, nos juges continuent de dire non, mais non, tu comprends, le pass sanitaire, il n'y a pas d'extorsion parce que c'est pas obligatoire. Dupond-Moretti, non, il avait le droit de dire que les non-vaccinés, c'était des connards, c'est pas grave. Je veux dire, bon, sauf que ça, il va falloir à un moment donné le supporter. Hein. Il va falloir le faire oublier, ça. Et le meilleur moyen qu'on aura de le faire oublier, c'est de tabasser judiciairement le gouvernement, ce que les juges s'empresseront de faire, mais quand ce sera fini. Et ça, le gouvernement le sait. Il n'a aucun intérêt. Au moment où je vous parle, il se passe un truc assez marrant, c'est que les QPC, donc des questions prioritaires de constitutionnalité, ont été rejetées. Et pourquoi rejetées? Je vous les donne. C'est-à-dire, effectivement, sur l'obligation vaccinale des soignants, elles ont été rejetées. Et sur la durée illimitée de suspension, ça a été rejeté également. Alors que ça, c'est d'une inconstitutionnalité majeure. Le Conseil d'État, le rapporteur public devant le Conseil d'État, avait dit ce serait quand même pas mal de les transmettre, les questions. Je ne sais pas ce que le Conseil constitue, on dira, mais il faut les transmettre. Et qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État? Dit non, pas besoin de transmettre. Non, c'est pas sérieux comme question. Donc vous avez aujourd'hui, si vous voulez, une caste qui a pris le pouvoir, la caste des juges, mais ça, c'est pas nouveau, la caste des médecins, la caste des labos, la caste des médias, et le tout au détriment, finalement, de l'intérêt général et du bien commun. OK? Mais ça n'a qu'un temps. Hein. Et ça n'a qu'un temps, mais avec les élections qui approchent, effectivement, si on va un petit peu sur le terrain de la politique, aujourd'hui, la ligne d'une Valérie Pécresse, par exemple, pourrait largement prolonger ce temps-là de la mainmise. Oui, je pense que c'est bien, Valérie Pécresse. En toute honnêteté, je pense que c'est pas si mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est républicain. Et que les républicains, on peut toujours compter sur eux pour se tirer une balle dans le pied. Et que donc, concrètement, il y a des républicains. Un Emmanuel Macron, je suis très inquiet. Parce qu'Emmanuel Macron, en fait, vous avez compris que c'est aussi du second degré. Et qu'il n'est pas question que je soutienne Pécresse. Mais je veux dire, mais que. Je vais encore avoir des emmerdes après si je ne le dis pas, ça. Le truc, c'est que Emmanuel Macron, c'est un tyran. Mais depuis toujours. Hein. Il a créé
Il y a un mouvement qui était issu de nulle part. On sait par qui il a été financé, on sait effectivement concrètement que c'est un banquier, un mec de la société civile, on sait qu'il a utilisé le ministère pour faire campagne, on sait tout ça. Bon. Il n'y avait pas d'appareil politique derrière lui. Valérie Pécresse, elle est le produit d'un appareil politique. Et si vous pensez que les barons politiques vont la laisser faire ce qu'elle veut en fonction des sondages, vous vous trompez, en fait. Il y a un appareil politique derrière elle. Et on sait que la force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas d'appareil politique. Mais Emmanuel Macron, il a réuni les traîtres. C'est un parti de traîtres. Le mec, il a pris tous les transfuges des partis, il a créé un grand parti de traîtres. Avant, les traîtres, on les fusillait. Maintenant, on les fait ministres. Oui, sur ce point, ça semble devenir une recette assez courante en politique, parce qu'on pourrait dire la même chose d'Éric Zemmour. Il n'a pas encore gagné, mais c'est un petit peu pareil. Dans la mécanique de campagne. Éric Zemmour. Il a mieux fait de rester chroniqueur sur CNews, tiens. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, j'ai rien contre Éric Zemmour. Hein. Je veux dire, je m'en fous. Les gens votent pour qui ils veulent, c'est leur problème. Alors, je ne suis pas le gouvernement, moi. Mais Éric Zemmour. Le candidat anti-pass qui soumet un pass, le candidat anti-pass qui soumet les réunions politiques à un pass, mais pas les meetings. Il a fait la distinction entre les réunions politiques et les meetings. Il y a quelques problèmes avec l'anglais. Il n'aime pas les étrangers, donc il y a quelques problèmes avec l'anglais, Éric Zemmour. Le truc, c'est que Éric Zemmour, quand on en arrive dans un pays à avoir un candidat comme Éric Zemmour, vous dites putain, on n'est pas dans la merde quand même. J'ai rien contre Éric Zemmour, hein, encore une fois. Hein. Les gens n'arrêtent pas de dire que je tape sur Éric Zemmour. C'est pas vrai. Je tape pas sur Éric Zemmour. Au contraire, quelqu'un de brillant, d'intelligent, il est juste pas fait. Pour moi, il est juste pas fait pour la politique. Si vous voulez, ces gens qui veulent absolument se présenter à la présidentielle, il sait très bien qu'il ne gagnera pas, Éric Zemmour. Et puis, il se passe un phénomène assez intéressant en ce moment, si vous regardez. Le Front National se vide, enfin le Rassemblement National se vide de ses cadres pour aller chez Zemmour. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on a un parti crédité de 17% qui va perdre ses cadres pour aller chez un parti crédité à 12, quand même. C'est curieux, hein. Après, il y a d'autres marqueurs. Il y a le nombre d'adhérents, par exemple, qui est Moi, le seul marqueur qui m'intéresse, il n'y en a qu'un qui m'intéresse, c'est le pass vaccinal. Parce que de lui, je vous l'ai dit, Gabriel Attal vous l'a dit, on change le contrat social. Et donc, un homme qui se présente à la présidentielle et qui ne trouve pas bon de venir parler que de ça et de ce que ça induit en termes de conséquences, c'est qu'il est juste pas fait pour la fonction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est fait pour la fonction. À part Florian Philippot et François Asselineau, qui sont assez marqués. C'est ce que j'allais vous dire. Le seul qui en parle, c'est Florian Philippot. Le seul qui a compris ce qui se passait. Dieu sait ce qu'il prend dans la gueule, mais le seul, et je n'ai pas d'inimitié particulière avec Florian Philippot, mais je veux dire, je vais vous dire, mon choix pour les présidentielles, si Florian Philippot se présente, est très clair, je voterai Florian Philippot. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Parce que pour l'instant, c'est le seul qui s'est montré cohérent et qui comprend ce qui se passe. Voilà. Alors, je n'ai rien contre Mélenchon qui, par ailleurs, dit qu'il est contre le pass. Je n'ai rien contre Zemmour qui est contre ça, mais je ne leur fais pas confiance. Je ne leur fais pas confiance. Mais justement, le sursaut démocratique dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ces juges du lendemain qui pourraient, une fois Emmanuel Macron et toute la compagnie sortis du pouvoir, ces juges qui pourraient se réveiller pour dire, bon, bah, maintenant, on va juger. Si un Éric Zemmour, si une Valérie Pécresse, si un Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir sans une ligne forte et sans une réelle rigueur sur l'opposition au pass vaccinal, ce temps du sursaut démocratique n'est pas prêt de venir, si je comprends bien. C'est le risque. C'est pour ça qu'effectivement, cette crise étant... Parce que si vous voulez, on ne fera pas le procès de la majorité sans faire le procès de l'opposition, indirectement. Et donc, on a tout intérêt, l'opposition a un intérêt majeur. Si vous voulez, je ne parle pas d'Éric Zemmour, qui est un peu différent, mais Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, il faut bien comprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire une critique acerbe, violente contre Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs ont des qualités qui sont les leurs propres, et je n'ai pas dit que je ne les croyais pas en tant que tels. Je dis qu'ils n'ont donné aucun signe qui permette d'être autre chose que du discours sur la question du pass vaccinal. Ils ne semblent pas l'un et l'autre, ils semblent en tirer accommodement facile, si je puis dire. La preuve, chez Face à Baba, moi je vais plus au plateau, eux ils sont allés. Est-ce que vous pensez raisonnablement que C8, Jean-Luc Mélenchon arrive et dit « Bonjour, je suis Jean-Luc Mélenchon.
Oui. J'ai ce soir, je viens pour l'émission. Oui, très bien, présentez-moi votre passe vaccinal. Non. Pardon? Non. Ah oui, mais non, je considère que c'est une réunion politique et que dès lors, effectivement, c'est pour la libre expression des idées, comme a dit le Conseil constitutionnel, je ne me soumettrai pas à un passe vaccinal. Ah bah tant pis, on ne fait pas l'émission. Vous pensez que ça serait passé comme ça? Bah non, sûrement. Bien sûr que non. Donc c'est de la soumission volontaire, sous couvert de respect de la loi. Bah moi, vous voyez, je juge un homme à ses fruits et je juge un homme politique à ses actes, et pas à ses discours. Donc non, le sursaut démocratique qui est près d'arriver, c'est pour ça que je vais là-dessus à essayer d'expliquer. Il faut s'organiser et créer cette dissociété dont parle Gustave Thibon, ou en tout cas, non, pardon, créer une société, pas une dissociété. Je le redis, on confond en France l'État et la société. Aujourd'hui, il faut créer une société à côté. Une société, il faut créer des communautarismes. En pleine loi sur le séparatisme, il faut créer des communautarismes. C'est comme ça. Et je rebondis sur un dernier point, ce que vous disiez avant de revenir sur cette question des communautés qui est très intéressante. Par extension, sur ce raisonnement, parce que là, il y a l'aspect politique, effectivement, et ce sursaut démocratique qui, pour l'instant, semblerait tarder à venir. Mais par extension, on a aussi un sursaut médiatique à attendre. Parce qu'on l'a vu et on l'a évoqué déjà plusieurs fois dans cet échange, on a des médias qui n'ont jamais joué ou presque leur rôle de contre-pouvoir, de critique ou en tout cas d'analyse de ce qui se pouvait se passer. On a eu des discours ouverts et factuellement mensongers qui ont été relayés. Et dernier point, est ce que vous disiez, vous, et vous êtes un acteur des émissions de Cyril Hanouna, mais comment voyez-vous le fait qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna, à l'heure où on se parle, soit le seul à avoir animé un débat politique dans le cadre des présidentielles? Je parle un débat avec deux candidats, ce qui n'a pas été fait. Bourdin la reçoit individuellement et ainsi de suite. Mais Cyril Hanouna a déjà fait Mélenchon contre Zemmour une première fois et la deuxième fois dans Face à Baba de Jean-Luc Mélenchon. J'en sais rien. Cyril Hanouna, ça montre juste une chose, c'est qu'il a trouvé un format qui est celui qui intéresse les gens. Je ne sais pas très bien pourquoi tout le monde... Enfin, je ne parle pas de vous ici, mais pourquoi est-ce que les gens sont à ce point parfois méchants avec Cyril? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cyril, il répond à un besoin qui existe et on dit « Ouais, mais c'est de la merde ». Non, c'est pas de la merde, je ne suis pas d'accord. Dans ces émissions, il y a des choses qui passent. Alors, on peut ne pas être totalement d'accord et je fais partie de ceux qui ne sont pas totalement d'accord avec le format de TPMP, avec le format... Mais on s'en fout de ce que je pense. Ça marche. Donc, si ça marche, c'est qu'il y a un besoin qui n'était pas comblé jusqu'ici et qui donc est comblé par Cyril. C'est génial. Moi, ces émissions Face à Baba, ce que je constate, c'est qu'il a réussi à prendre un créneau qui est effectivement celui de, finalement, celui de l'émission politique populaire. Et qu'en fait, on a fait de la politique autre chose que des débats d'experts. Moi, vous ne m'entendrez pas critiquer, effectivement. Moi, j'aime pas le format Face à Baba, pour le coup. Je ne l'aime pas. Mais ça, c'est moi, je veux dire. Et c'est pas parce que je ne l'aime pas que ce format n'a pas de légitimité. C'est pareil pour Zemmour, pas parce que sur certains points, je trouve qu'il a tort, que pour autant, ça lui enlève la moindre légitimité. Je suis personne, moi. Mais de facto, si vous voulez, Éric Zemmour remplit un besoin qui existe, ou en tout cas qui n'était pas comblé. Jean-Luc Mélenchon remplit un besoin qui n'était pas comblé. Et effectivement, Cyril Hanouna remplit un besoin qui n'était pas comblé dans ses émissions. C'est un fait, en réalité. On peut le regretter, je ne sais pas s'il faut le regretter d'ailleurs, mais c'est un fait. Mais paradoxalement, c'est vrai qu'on a d'un côté quand même, et je pense que les deux sont liés, là ça n'est encore que mon avis, mais on critique énormément et on a beaucoup critiqué le rapport d'Emmanuel Macron aux médias et aussi ses comportements vis-à-vis des réseaux sociaux pour les plus jeunes. Je pense à cette vidéo chez McFly et Carlito, je pense à sa présence sur TikTok. On est entré dans un monde où la politique est devenue un show comme les autres. Et est-ce que Cyril Hanouna n'est pas l'aboutissement aussi de ça? C'est-à-dire, quand je vois sur le plateau, autant je vous rejoins effectivement sur la nécessité d'une émission politique peut-être moins pesante, moins lourde, donc sur un format plus aéré, plus sympathique, mais en même temps, mettre face à face Éric Zemmour et Mathieu Kassovitz, à part pour la recherche du clash, je ne vois pas l'intérêt en fait. Oui, je suis d'accord. Vous savez, c'est très compliqué de bâtir une émission, cependant. Moi, là, vous savez que donc on a une émission divisionnaire que j'ai bâtie avec Éric Morillo, que j'autofinance et qu'on est en train de faire évoluer dans son format. Actuellement, on tourne dans des studios télé, à partir de hier, on tourne dans des gros studios en fait, de production, d'ailleurs qui appartiennent à Cyril, au passage,
en grande partie. Et on va agrémenter l'émission en prenant des programmateurs, on va voilà, il est là. Et donc, on est en train de prendre des programmateurs, on est en train de faire une grosse émission de télé. Eh bien, c'est pas simple. Parce que qu'est-ce que nous disent les programmateurs de la télé? Ils nous disent, ouais, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies un adversaire chaque dimanche. Je ne veux pas d'adversaire. Je veux pas qu'on ait. Je cherche pas le clash. Je dis, ouais, mais ce qu'il faut, c'est faire un peu de buzz, quoi. Mais je ne cherche pas à faire du buzz. Moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est de faire émerger des personnalités qui, peut-être, n'ont pas suffisamment émergé. Parce que si l'émission marche bien, comme je le pense, et comme c'est en train de se dessiner, on est en discussion avec une chaîne pour la faire racheter. Mais moi, ce que je veux, c'est offrir un nouveau paysage. Je veux pas faire du clash pour du clash. Tu me mets face à Jérôme Marty. Alors, ça peut être intéressant, je dis pas, je veux dire. Mais au fond, c'est du réchauffé, quoi. On sait que je suis pas d'accord. On sait qu'effectivement, le type viendra pas de toute façon parce qu'au bout de 10 minutes, il va être en PLS. Il va repartir, effectivement, il va essayer de disparaître du plateau. Je veux dire, on le sait. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus faire émerger des personnalités, faire émerger des gens qu'on n'entend pas, mais qui ont des positionnements intéressants et à qui on ne donne pas la parole. C'est ça aussi le rôle du média. Mais vous savez, c'est compliqué parce que quand on a une recette, on l'applique. Cyril Hanouna, il a une recette, il l'applique et elle marche. Je veux dire, si vous voulez, les émissions qu'il fait, elles sont regardées. Est-ce que s'il n'avait pas mis un Mathieu Kassovitz face à un Éric Zemmour, ça aurait marché? C'est pareil, le débat Zemmour-Mélenchon, est-ce qu'il a un réel intérêt, je veux dire? On sait très bien que ces deux-là partiront pas en vacances ensemble, quoi. Et qu'a priori, Zemmour ne sera pas Premier ministre de Mélenchon. Ça paraît peu probable. Et inversement. Et donc, quel est l'intérêt d'un débat comme ça? C'est de faire de l'audience, quoi. Mais parce que c'est le problème de la dictature de la majorité. Vous êtes obligés en permanence, on est tous confrontés à ça. Vous, moi, tout le monde. Ce que vous cherchez sur votre émission, vous avez un format d'émission. Ce que vous cherchez, c'est à faire des vues. C'est pareil, en fait, pour Cyril, si vous voulez. Je ne suis pas sûr de comprendre, en fait, si vous voulez, encore une fois, je dis pas ça pour vous, votre question est intéressante, celle-là. En fait, je ne sais pas pourquoi Cyril Hanouna représente autant dans ce pays. Il y a un clivage assez important avec Cyril, en fait. D'abord, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un type qui sent les choses, quoi. C'est un type hyper intuitif. Je commence à le côtoyer un peu maintenant. Je veux dire, il est hyper intuitif et il sait ce qui marche. Et il savait que face à Baba, ça marcherait. Et moi, je trouve que d'ailleurs, personne s'y est trompé. Hein, je ne crois pas qu'il ait eu besoin de prier Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon de venir. Oui, tout à fait. C'est tout. Maintenant, est-ce que s'il fait un face à Baba avec Valérie Pécresse, ça marchera? C'est pas certain. C'est pas certain. Oui, il y a cette notion effectivement de bon client, comme on dit, effectivement, où Mélenchon et Zemmour s'y prêtent peut-être plus que Hidalgo. En fait, la question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que son émission va marcher s'il met une Hidalgo ou une Pécresse sur le plateau. C'est pas certain. Oui, effectivement, il y a cette question-là. On verra. Peut-être qu'une Christiane Taubira, à la rigueur, s'y prêterait un petit peu plus. En tout cas, et parce que nous sommes dans l'ère des polémistes, si vous voulez. C'est comme ça. Moi, j'ai ce problème-là aussi. Si vous voulez. Moi, c'est foutu. On m'a enfermé dans une image et je suis le polémiste de service qu'on ressort quand on a besoin de faire du buzz. Parce que je suis clivant, parce qu'on me tape dessus, parce que les gens adorent ça. Parce qu'il y a les anti-divisio, les pro-divisio, j'exagère, mais c'est un peu l'idée, que les anti resteront anti, que les pros resteront pros, et que finalement, à la fin de la fin, tout le monde regarde parce que c'est une société du spectacle, c'est comme ça. Oui, ça, sur ce point-là, effectivement. Et peut-être une dernière question pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, cher Fabrice Divisio. On arrive, ça fait presque 1 heure que nous sommes ensemble, sur cette question du communautarisme. Parce que c'est vrai que je trouve que le terme est extrêmement intéressant parce qu'on en a une vision très connotée négativement. Alors, une question peut-être en 2 volets. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer presque des communautés sanitaires, donc c'est-à-dire des gens qui ne vivraient plus ensemble pour des motifs sanitaires, ce qui est d'ailleurs le cas, entre guillemets, ce qui se préfigure aujourd'hui. Mais le deuxième volet de la question, est-ce que vous n'avez pas peur d'ouvrir définitivement la porte à la société de soumission de Michel Houellebecq?
C'est-à-dire, et comme disait d'ailleurs, je crois que c'était François Hollande ou Michel ou Bernard Cazeneuve, des gens qui ne vivent plus à côté, mais qui vivent en face les uns des autres. C'est-à-dire une société volontairement belliqueuse. C'est déjà le cas, mais c'est déjà le cas. C'est trop tard. Si vous voulez, c'est trop tard. Comment je vais dire? Vous avez les provinciaux et les parisiens, vous avez, enfin depuis toujours, vous avez effectivement les écolos et puis les salauds qui roulent en diesel, vous avez les gens qui ne sont rien. Jamais on aura quand même eu une présidence. On peut reprocher ce qu'on veut à Nicolas Sarkozy. Il avait déjà un peu initié le truc quand même, il faut être honnête. Nicolas Sarkozy avait quand même été un type qui divisait beaucoup. Ça a été son fonds de commerce, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a quand même il a fait une scission du pays. Mais parce qu'en fait, il a divisé pour mieux régner, si vous voulez, ni plus ni moins. Mais c'est vrai avec le pass vaccinal, mais rappelez-vous que c'était vrai avec les Gilets jaunes. Ça a été vrai, effectivement, avec les petites phrases qui sont terribles quand même. Dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Mais déjà, rien que ça, si vous voulez, c'est qui rien? Il y a des gens qui donc ne sont rien, qui déjà ab initio n'étaient rien, en fait, pour lui. Vous avez effectivement quand même quelqu'un qui jamais n'a autant assumé le mépris. Les députés République En Marche sont des gens qui sont des cyniques. Ils se sont crus investis. Il y a les vieux barons politiques, des républicains, des socialistes, tout ce qu'on veut, tous ces gens-là ont leurs limites, leurs failles, leurs qualités, mais c'est des gens qui sont respectueux de la vie publique quand même. Un minimum, je veux dire. Pour la première fois de l'histoire, on a affaire à un gouvernement et un Parlement qui a dit « j'ai la vérité, j'incarne le nouveau monde », il y a cette espèce de renouveau, si vous voulez. On incarne cette, je vous l'avais déjà dit, mais ce En Marche. Et quand vous êtes En Marche, moi, je suis quand même de ceux qui avaient dit en 2017, moi, ça ne m'intéresse pas de marcher, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on va. Or, depuis un moment, là, je ne sais pas où on va avec ce type. Il est dangereux parce que finalement, je ne sais pas où on va. Et le fait est qu'on va dans le mur, on le voit aujourd'hui. Et que donc, concrètement, cette scission, elle existe déjà. C'est fini, si vous voulez. Avec, quand Martin Hirsch vous explique qu'il faut faire payer les soins aux non-vaccinés ou que sais-je, et qu'il n'est pas immédiatement démis de ses fonctions, convoqué à l'Élysée, même convoqué à l'Élysée, je veux dire, ne serait-ce que ça, ou au ministère de la Santé, que vous avez une parole publique qui ne vaut plus que pour 2 jours, que vous avez effectivement assumé un qui assume d'emmerder les Français, que vous suspendez des soignants là où on en a cruellement besoin. C'est fini. Que vous nommez, vous venez effectivement jamais plus qu'aujourd'hui favoriser les cabinets privés. C'est terminé. Il est terminé. C'est soit vous n'avez que 2 options aujourd'hui. Soit vous construisez une communauté et elle est suffisamment grosse pour peser dans le débat public, dire, et qu'on ne vienne pas vous emmerder, soit concrètement, effectivement, vous acceptez de vous soumettre. Mais entre les deux, il n'y a plus rien. La résistance, je me suis pris la tête avec un type de France Insoumise sur une radio, parce qu'il me disait, vous faites le jeu de l'islam, machin. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, le jeu de l'islam. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais peu importe. À l'heure où nous luttons contre le séparatisme, mais tu luttes contre rien du tout, chérie. Arrête, tu luttes contre rien du tout. Et pourquoi faudrait lutter contre le séparatisme? Expliquez-moi pourquoi. En fait. Où est-ce qu'il est écrit que la nation d'Ernest Renan, indivisible, mais c'est du vent, ça. Du vent, ça. Pourquoi? Ma famille, c'est quand on commence à dire ça, ça m'inquiète beaucoup. Mes enfants, regardez ce qui se passe. Jusqu'ici, moi, j'ai été scolarisé dans un enfant à domicile. OK, pour des raisons qui étaient des raisons notamment de santé de l'un de mes enfants. Finalement, aujourd'hui, c'est plus possible. L'État a décidé de l'instruction obligatoire à l'école obligatoire. C'est les États communistes qui font ça. Donc, on m'empêche d'être société. J'étais une société avec ma famille. La religion. L'État, finalement, vient se mêler de ma religion, tout en étant laïque. Et au nom de quoi? L'État qui vient fermer mes églises pour des raisons sanitaires. Pourquoi? Pourquoi je me mêle? L'État qui décide qu'à la messe, dans les lieux de culte, il faudrait être 30 ou 40 ou 50, enfin, les jauges, machin. Mais de quoi je me mêle? Quand même, ça pour le coup a fait le job. Mais de quoi je me mêle? On a une volonté de mainmise de l'État sur tous les domaines de la société, de la vie civile. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Où est-ce qu'il est écrit
que l'État a assuré de tout. L'État, il n'a comme responsabilité d'assurer des missions régaliennes. La police, et encore, on peut en débattre, les services de santé, et on s'aperçoit qu'on en débat de plus en plus, qu'aujourd'hui, si vous habitez Neuilly, c'est pas tout à fait la même chose que d'habiter à Bourgueil ou je ne sais pas où, ou à Mareuil, concrètement. Bon. Quand vous êtes effectivement Bernard Arnault, je ne suis pas certain que vous ayez les mêmes droits que si vous êtes Germaine Buchmoll au fin fond de la Lozère. La vérité, elle est là. Moi, je vais vous dire, regardez, j'ai un exemple petit, comme vous le savez, donc j'ai le Covid, mais c'est très simple. Moi, finalement, à un moment donné, j'étais pas forcément très très bien, j'étais malade, mais c'était intéressant d'avoir un avis médical quand même. Bon, bah, j'ai mon directeur médical qui a fait 60 bornes, qui est venu, qui m'a dit qu'il n'y avait rien, parce que même, machin. Mais ça, c'est devenu un luxe aujourd'hui. C'est devenu un luxe complet aujourd'hui. La vérité, c'est que ça, là, avoir un médecin qui se déplace, qui fait 60 bornes depuis votre cabinet pour venir jusque chez vous, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire, quand demain matin, aux États-Unis, par exemple, des sociétés privées d'hélicoptères qui vous transportent d'un point A à un point B quand vous êtes malade, vous voyez bien qu'effectivement, ça, c'est une communauté à part qui s'est créée. En France, aujourd'hui, pardon, j'ai travaillé avec un secret, et je l'ai dit la dernière fois dans une émission, mais c'est un exemple de ma part, les Juifs vivent ensemble. Les yeshivas, les écoles juives, effectivement, c'est quoi? C'est jamais qu'une école, c'est une communauté construite. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? C'est pas un pays communautaire? C'est jamais qu'un pays communautaire. Puis, là où Zemmour a raison, soyons honnêtes, allez dans le 93, là où moi je me présente aux législatives, vous verrez effectivement que concrètement, celui qui m'explique qu'il n'y a pas de communauté, bah, c'est un âne, c'est pas vrai. Ça veut pas dire que les communautés sont dangereuses, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis que le fait est que les musulmans vivent ensemble, que les juifs vivent ensemble, que les Italiens vivent ensemble. Moi, ma mère appartient à une communauté italienne qui fait tout ensemble. Mais vous ne pouvez pas, ça s'appelle la société, une communauté de destin. Little Italia à New York, c'est quoi? C'est ça. Et bien moi, ce que je propose, c'est de revenir à ces fondamentaux qui sont de bien distinguer l'État et la société, de créer des communautés de destin. Je vous donne un exemple, bien, qui est très clair en fait dans mon étude. Les salles de concert sont fermées, que je ne suis pas vaccinal, plus exactement, pas de problème. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'avoir 400 mètres carrés chez moi et d'en faire une salle de concert? Je m'expliquer? Non, rien. L'État ne peut pas se mêler de ma propriété privée, je ne suis pas un. Les restaurants sont fermés. Qu'est-ce qui m'empêche effectivement de tenir mes réunions, de dire aux candidats dissidents, bah, tenez des réunions politiques dans les restaurants, ça devient effectivement des réunions politiques. Des vraies réunions politiques, mieux, réservez des appartes et effectivement faites des réunions dans les apparts, enfin faites des séances de. Ce qu'avait fait, comment il s'appelle, Chalencon. C'est ça, Chalencon. Il a un appart, il a un énorme domaine, parce qu'il a un énorme appart, quoi, et il met des tables et il dit, bah voilà, à partir de maintenant, c'est un restaurant. Bah oui, qu'est-ce qui m'empêche de faire pareil? C'est ça la vérité. La vérité, c'est que moi, mon association là qu'on a créée, je ne suis pas un danger, là.com, eh ben, elle a un médecin, il y a un médecin qui toute la journée répond au téléphone et me dit, ok, attends, vous pouvez vous faire soigner? Attendez, je vais vous trouver un lieu où vous faites soigner. On a créé une conciergerie, d'une certaine façon, pour les non-vaccinés. C'est quoi le problème? Ou des gens qui ne se retrouvent pas, en tout cas, dans ce modèle de société. Bah, c'est quoi le problème? On va créer une plateforme interactive avec une véritable économie parallèle. Je terminé le temps des techniques réinfo Covid, fait des choses extraordinaires, mais on traite sur la solidarité, on traite. Non, moi, c'est pas de l'entraide. Oui, j'assume complètement. L'objectif, c'est gagner du fric, ouais, complètement. Ouais. Alors évidemment, mes détracteurs vont hurler en disant « Division, il pense au fric ». Bah ouais, mais il fait comme Pfizer, quoi. Division, il fait comme Pfizer. Il fait du business, bien sûr. Et d'ailleurs, Division, il a besoin d'investisseurs pour faire ça. Il a besoin de gens qui vont mettre 500 000, 600 000, 700 000 euros sur la table pour le faire. Il a besoin de gens qui vont mettre on va créer des réseaux d'écoles. Mais si l'État croit qu'il peut avoir un pouvoir sur tous les domaines de ma vie, il n'a rien compris. Il n'a pas lu Aristote, il n'a absolument pas lu les philosophes grecs, il ne sait absolument pas ce que c'est qu'une société, il n'a pas lu Gustave Thibon, il n'a rien lu forcément à lire des conneries. À force, à lire McKinsey, ça rapporte moins en tant qu'intellectuel. Aujourd'hui, nous sommes mûrs
sur le fait que nous avons besoin d'une société et de société et nous n'avons pas besoin d'un État. C'est pas la même chose. Les Américains arrivent très bien à faire ça. Ils y arrivent très bien. Pourquoi nous? Regardez, j'ai un exemple très précis. C'est quoi, finalement, vous prenez les évangéliques. Moi, j'ai connu les évangéliques dans cette crise. Vous prenez les évangéliques. Finalement, les évangéliques qui n'ont rien à personne. Ils ont un lieu de culte, et souvent un hangar, ou un truc du genre. Nous, il nous faut une église 19e siècle, 17e siècle. Eux, ils arrivent et ils disent « Ok, ça, c'est un lieu de culte. Touche pas, c'est un lieu de culte. » Bah ouais, touche pas, c'est un lieu de culte. Bah, c'est un hangar, c'est un lieu de culte. Un hangar qui me sert de lieu de culte. Et vous avez un pasteur dans 93 qui, par exemple, a son école, qui est en train de créer son hôtel, qui est en train de bientôt créer sa clinique. Ça s'appelle une société. Bah ouais. L'État nous a poussé. Il nous a dit qu'on n'était rien. Je suis désolé. Mais vous ne voulez quand même pas que je reste dans un État où son chef m'explique qu'au fond, je ne suis rien ni personne et que je suis un sous-citoyen et que j'ai que des devoirs et pas des droits. Que ça, il peut le croire. Hein, ça peut marcher avec les pro-vax, les pro-pass et tous les mecs effectivement qui se délectent de cette idée. Moi, ça ne marche pas. Mais même si on entend vos arguments sur ce point-là, et peut-être pour conclure, comment dans ce cas-là se fixent les limites? Parce que c'est vrai que sur cette notion de communauté, que les communautés peuvent se fixer librement, on a tôt ou tard, et là aussi on est sur le territoire de la philosophie, il y a tôt ou tard la loi du plus fort qui revient. Oui. Avec l'homme est un loup pour l'homme, et on sait très bien que c'est la communauté la plus grosse qui va chasser les autres. D'un côté du discours politique français, on peut entendre la France-aux-Français du côté de l'extrême droite. De l'autre côté, on peut entendre aujourd'hui que des gens sur des territoires français souhaitent que les femmes s'habillent d'une telle ou telle manière, souhaitent qu'il faille telle ou telle religion. Mais on sait très bien que tout ça, finalement, est de l'ordre du numérique. C'est que c'est le plus nombreux qui est le plus puissant et donc qui impose sa communauté. Pas forcément. C'est celui qui a aussi. Pas forcément. Je veux dire, pas forcément, premièrement. Et deuxièmement, à supposer que ça soit vrai, oui, je suis d'accord. C'est d'où l'intérêt d'avoir une communauté. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la communauté d'entraide. La communauté du pique-nique du dimanche et la communauté du ah, mais qu'est-ce qu'il est gentil, l'artiste. Non, ça marche pas. Je veux des mecs. Moi, hier, il y a un artiste qui est venu chez moi, dans mes locaux. Bah, concrètement, il s'est produit, on l'a payé, quoi. Comme dans n'importe quelle circonstance. Ce que je crois, c'est que les investisseurs, les entreprises, la question que je pose aux entreprises, c'est là, vous avez un marché de 7 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de personnes, peu importe combien, vous voulez vraiment passer à côté, en sachant qu'effectivement, vous avez le même en Belgique, le même en Italie, vous avez le même en Autriche, vous avez le même en Allemagne, vous avez une communauté de clients qui est identifiée. Vous avez une puissance d'un investissement qui fait que le retour sur investissement, il est immédiat, puisque concrètement, vous avez des gens qui sont chassés de la société et ils ne demandent que ça, créer des lieux communs. C'est tout. Si on est bien sûr qu'il n'y a pas de limite. Mais moi, je suis un grand théoricien de la nation selon Ernest Renan, mais à partir du moment où il n'y a plus de nation, je vais quand même pas. Parce que, pardonnez-moi, mais je vais vous le dire très différemment. Mais j'ai quoi comme option alors? Je propose quoi comme option aux gens? Non, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, qu'est-ce que je propose concrètement comme option aux gens? Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, fais-toi piquer et ta gueule. Et demain, pose une éolienne et ta gueule. Et demain, reçois la 5G et ta gueule. Et après-demain, laisse effectivement l'État faire ce qu'il veut et ta gueule. Laisse-toi confiner et ta gueule. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a une dignité propre de l'homme qui fait que je n'ai aucune envie que l'État vienne me vendre un crédit social à la chinoise. Je ne suis pas chinois, sinon j'aurais vécu en Chine. Je refuse de vivre en Chine précisément pour ça. Quant aux gens qui vous disent non, mais tu comprends, on n'est pas en dictature, il ne faut pas employer des mots comme ça, bien sûr que non, on n'est pas en dictature, on est dans un espèce de totalitarisme. C'est les propos c'est pas les miens, hein, mais faut que je vous retrouve, mais le truc, c'est que je vais vous retrouver, qui n'était pas inintéressant, je lisais ça tout à l'heure, c'est donc l'analyse de Mathias Demet, qui est philosophe belge, qui vous explique effectivement très clairement que, pour faire simple, on est dans une espèce d'hypnose collective et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, on comprend très bien. Vous avez une société qui est dépressive. Quand vous avez une société qui est dépressive, à partir du moment où il y a une dépression, il y a forcément une influence de la part de ceux qui ont le pouvoir, pour faire simple. Et il dit, si vous voulez faire naître... il parle d'un constat. Il ne comprend pas pourquoi des gens hautement intelligents se sont pris au narratif officiel. Il ne comprend pas. Et il dit, en fait, il y a 4 éléments qui ont besoin d'être mis en place
si vous permettez le phénomène de masse à grande échelle. Un, vous avez besoin de gens isolés socialement. C'est un fait que nous sommes dans un pays où nous avons une rupture sociale absolument majeure et qui d'ailleurs a été créée par le Covid. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous avez une espèce d'isolement social, les confinements, les couvre-feux qui passent, on a isolé socialement les gens, on a fait de l'autre un danger. C'est pour ça que je ne suis pas un danger. C'est important cette phrase, je ne suis pas un danger. Bien. Donc, il vous faut effectivement des gens qui expérimentent un manque de liens sociaux. Parce que du coup, comme l'homme est un animal social, vous allez, regardez, moi j'ai chez moi des jeunes collaborateurs qui sont d'accord pour dire que se faire vacciner n'a aucun intérêt pour ce qui les concerne, mais qui le font. Et pourquoi? Pour avoir une vie sociale, disent-ils. À partir du moment où vous avez besoin de vie sociale, vous êtes effectivement, concrètement ici, dans le premier axe du totalitarisme. Deuxième élément, dit-il, vous avez besoin de beaucoup de gens qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Alors ça, je vous l'avais dit chez vous, c'est le problème effectivement à un moment donné, que quand on n'a plus de notion de commencement et notion de fin de vie, que finalement c'est je veux donc je suis, mon existence n'a plus de sens mystique, on n'a plus effectivement de sens transcendantal, on n'a plus de sens, j'ai envie de dire presque théologique, au sens, appelez-le comme vous voulez, de philosophie naturelle de vie, c'est fini. À partir du moment où mon seul Dieu, c'est le progrès, c'est fini. Je suis fragile, parce que ma vie n'a pas de sens. Parce que je ne peux pas donner sens à ma vie en exploitant le dernier iPhone, le dernier Mac, en regardant le dernier médecin, ce que vous voulez. Je ne peux pas faire ça. Ma vie a un sens qui lui est propre, un sens intrinsèque, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. J'ai une dignité d'homme. Bien. En effondrant, c'est parce que l'histoire, je ne vais pas rentrer, je la referme. Dans cette crise, nous avons un problème qui est bien plus grave que celui-là. C'est celui des religions. Ça, c'est un problème hautement plus grave. C'est-à-dire que, pour faire simple, les religions ont déserté cette crise. Elles ont fermé les lieux de culte sans protester. Elles se sont soumises à toutes les injonctions de l'État. Au Québec, il nous faut un pass vaccinal pour entrer dans les églises. On a abandonné les croyants. On a abandonné les hommes. On n'a pas donné d'espérance aux hommes. Des gens, vous savez que, je veux dire, des gens se suicident. Un Français sur 5 aujourd'hui pense à mettre fin à ses jours. Ça sera probablement à l'acte. Les églises, l'Église en particulier catholique, mais les églises, pour les comme ça, les religions, je sais pas, n'ont jamais autant que dans cette crise déméritée. Parce que précisément, elles ont fait le terreau du totalitarisme en oubliant que la vie de l'homme avait un sens, en ne rappelant pas à l'homme le sens de sa vie. Et enfin, vous avez effectivement quatrième condition, c'est d'avoir une anxiété, une espèce de grande anxiété qui va avec le sens de l'absence de sens de la vie. Il vous faut avoir une espèce d'anxiété intrinsèque de l'avenir. Le fait est que c'est exactement pour ça que les gens sont sous antidépresseurs. On a des millions et des millions de doses, des centaines de millions de doses antidépresseurs parce que les gens ne vont pas bien. Et quand vous avez ce terreau de gens qui ne vont pas bien, du coup, vous arrivez à créer un terrain de fragilité sur lequel vous faites ce que vous voulez déjà. Et bien, excusez-moi, mais nous, le but, moi je vais bien. Moi je vais bien. Moi je fais partie des gens qui sont heureux dans sa vie, parce que d'abord j'ai un sens à ma vie. Je suis lié de Dieu, donc ça donne sens à ma vie. On en rit, mais moi je n'en ris pas. Enfin si, j'en souris, parce que je crois. Vous imaginez enfin, pardonnez-moi, mais on ne mesure pas ce que ça représente. En fait. De savoir que finalement ma vie ne dépend pas des hommes. Ensuite, deuxième élément, j'ai une espérance. Mon espérance, c'est que, encore une fois, je suis aimé de Dieu. Et derrière, ma vie ne s'éteint pas avec ma mort. Donc je n'ai rien à craindre. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut de moi. Je n'ai rien à craindre. Et j'ai d'autant plus rien à craindre que, je vous dis ça rapidement, mais quand vous avez... Hier, j'ai écrit ça effectivement pour mes enfants hier. Vous aviez un texte de la liturgie hier, du livre d'Ézéchiel, non, du livre de Jérémie, pardon, qui quand même vous expliquait quelque chose de fondamental et qui, je crois, manque cruellement
lequel on vit, il faut bien le mesurer, c'est au fond la certitude absolue d'être, comment je vais dire, de ne pas être là par hasard. Vous voyez? De juste pas être là par hasard. Combien de gens aujourd'hui, vous disent, je ne sais pas pourquoi ils sont. Est-ce que vous imaginez que hier, Jérémie disait, dans le livre de Jérémie, vous entendiez, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Est-ce que vous imaginez, dans ces temps troublés, la puissance de ces mots, des hommes qui entendent ça? Je t'ai appelé par ton nom depuis toujours, je t'ai appelé par ton nom depuis toute éternité. Excusez-moi. Et j'écrivais ceci à mes enfants. Chaque dimanche, effectivement, trouvant que les homélies sont nulles, chiantes. Du coup, je fais le job moi-même, ça va plus vite. Et j'expliquais quelque chose d'intéressant à mes enfants. Pardon, mais si ça ne change pas votre vie, si ça ne vient pas bouleverser tout ce que vous êtes, alors c'est que nous sommes confrontés à un problème énorme. Dieu vous aime. Il vous aime au point de vous choisir depuis toute éternité, au point de faire de vous des prophètes de la bonne nouvelle, au point de faire de vous des sentinelles de l'espérance pour le monde. Il y a tant d'hommes qui ne se sentent plus rien, tant d'hommes à qui on répète en ces temps diaboliques qu'ils n'existent plus. Voici que Dieu s'adresse à chacun d'entre vous, s'adresse et dit stop, écoutez bien, regardez-moi, entendez ce que j'ai à vous dire, regardez-vous avec mes yeux, les yeux de la confiance, les yeux de l'amour indescriptible. Et ensuite, Jérémie continue. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Je fais de toi une ville fortifiée. Tu te croyais inutile, je te consacre ma parole. Tu croyais être un de l'histoire, je te fais mon amour comme le fiancé à sa promise, comme le père à son nouveau-né. Tu te croyais fragile, je te donne ma force. Je fais de toi une ville fortifiée. Je te protège des remparts de ma tendresse. Je dresse le pont-levis de la vérité pour que le mensonge ne t'atteigne pas. Je bâtis les tours de l'amour pour que je fasse dans mes légions d'anges, prêt à tirer à vue sur l'ennemi qui traite de se rapprocher. Excusez-moi, mais quelqu'un qui a ça comme espérance, enfin, pardon, hein, mais essayez donc de la lui ravir, tiens. Qu'Emmanuel Macron vienne essayer, ou Justin Trudeau, vienne essayer de lui ravir son espérance. Quand il a effectivement cette certitude à ce point d'être un accomplissement de l'histoire, d'être choisi depuis toute éternité, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire contre lui. Donc on a, si vous voulez, donner à notre société un élément, c'est qu'on lui fait perdre le sens de la vie. Notre société a perdu là où elle vient et elle ne sait pas où elle va. Donc elle est fragile. Eh bien moi, mon but, il est juste effectivement de proposer une alternative et de dire que dans la société de cette société parallèle, moi, je ne juge pas les gens en fonction de leur état de richesse, de leur état de maladie, mais qu'au fond, je recrée. L'idée est de vraiment recréer une société, une communauté de destin. Non pas un État, mais une communauté de destin. De recréer une société dans laquelle, eh bien, finalement, on va découvrir que tant mieux si on n'est pas trop nombreux, ça m'arrange qu'on ne soit pas trop nombreux, finalement, c'est plus facile, mais où finalement, on prend soin les uns des autres et où je redonne aux hommes le bien le plus précieux qu'est l'espérance. Vous n'imaginez pas, en manif, il y a des gens qui sont venus me voir et qui sont venus me voir en me disant grâce à vous, je suis en vie, au sens où je ne me suis pas suicidé. Certains ont dit, et on en témoigné sur Twitter publiquement, qu'ils s'apprêtaient à en finir. Et que le fait de m'entendre, juste d'entendre parler de ça, ce que je vais vous expliquer, là, moi, qu'on espère surtout pas en moi, mais juste le fait de dire vous valez quelque chose, vous avez du prix aux yeux de quelqu'un et vous n'êtes pas rien. Que les phrases d'Emmanuel Macron, elles peuvent vous tuer, eh bien moi je vous propose effectivement autre chose. Je propose une vie nouvelle, autre chose. Eh bien ça a sauvé des gens. Alors je vais vous dire, le but, je ne sais pas jusqu'où ça ira, et je m'en fous quelque part. Mon but, il est de sauver des gens, de rétablir du lien social. Il est de permettre à des enfants de grandir dans des écoles hors contrat qui vont effectivement arrêter des écoles de propagande. Il est de permettre à des gens qui ont de l'argent, comme moi, qui ont des chevaux, qui ont des biens, peu importe, de les mettre à disposition. Et qu'on ait une économie parallèle. Et ceux à qui ça ne plaît pas, mais qui continuent effectivement dans une société dans laquelle ils espèrent avoir un pouvoir, simplement là où ils se trouvent, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, on est toujours l'abruti de quelqu'un. Mais je vais prolonger ce truc. Au sens où aujourd'hui, on est parce qu'on est vacciné et on veut effectivement bientôt montrer son bras avec le tatouage Pfizer. Super, je suis un mec bien, super. Mais quand demain on va coller une éolienne à côté de ta résidence de campagne, va encore être un mec bien?
Quand demain matin, effectivement, tu ne pourras plus circuler parce que tu n'as pas la dernière Tesla, machin, super power, et que tu es un salaud qui roule en diesel, tu vas encore, effectivement, venir dire que c'est pas un problème. La vérité, c'est qu'en réalité, on est toujours à l'abri de quelqu'un, mais que dans cette affaire, ce que moi je crois de plus en plus, c'est que les gens qui fanfaronnent aujourd'hui, ils ne fanfaronnent parce qu'ils ont un pouvoir. Et c'est ça qui les rend dangereux. Parce qu'ils pensent avoir un pouvoir. Il y a une délectation. On vous raconte des choses. À l'hôpital, vous avez des excès de zèle permanents vaccinal. Mais partout, mais à l'hôpital, il y a des excès de zèle. Les soignants font de l'excès de zèle. Les médecins qui sont suspendus vous racontent, les infirmières qui sont suspendues vous racontent qu'elles n'ont plus aucun contact avec le personnel encore en place qui s'est fait vacciner. Elles sont considérées comme de la merde. Parce qu'on a donné l'illusion du pouvoir. Mais quand ces gens se réveillent, ils vont découvrir qu'ils n'en ont aucun du pouvoir. Ça va faire mal. Eh bien moi, je ne vais pas attendre ce moment-là. Je ne vais pas attendre des gens qui se flinguent. Concrètement, je n'ai rien à foutre de ce que je pense de moi. Moi, je veux montrer qu'une alternative est possible et elle est durable. Pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit autonome financièrement et qu'on ait un cercle vertueux financier. Et bien, c'est l'occasion de changer le monde et j'entends bien m'y appeler. Le message est passé une fois de plus. On est passé par de nombreuses réflexions, cher Fabrice Divisio, plus d'1h15 ensemble, plus d'1h20. Un immense merci vraiment pour cet échange une fois de plus, enrichissant, plein de réflexions, même de rigolade. Et voilà, ça c'est toujours une richesse. Donc merci beaucoup une fois de plus. Avec plaisir. Voilà, transmettez mes amitiés à Jérôme Marty. Ce sera fait, promis juré. Ce sera fait. Comme quoi, juste milieu, c'était pas qu'une blague. Hein. Voilà, on est au milieu. Vous savez que juste milieu, alors, juste milieu, ça c'est un grand débat. Juste milieu, c'est la voie du milieu, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Sauf qu'effectivement, on s'est beaucoup battu sur cette notion de juste milieu qui veut rien dire, en fait. Et saint Thomas d'Aquin lui privilégie la voie de la médiété. Il y a quelque chose de vrai. Quand vous me demandiez tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, machin, ne jamais perdre de vue la voie de la médiété. Je ne suis pas un ayatollah qui va vous dire il fallait rien faire, il fallait tout réouvrir, machin. Non. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on peut dire qu'il faut tout réouvrir. Moi, je pense qu'il n'aurait pas fallu fermer dans ces conditions, et je l'avais déjà dit. Mais au fond, ce qui nous a manqué, c'est la voie de la médiété, celle de saint Thomas d'Aquin, qui consiste effectivement, précisément, qui n'est pas la voie du milieu, en fait, qui est vraiment autre chose, qui est une voie de la prudence. En fait. La médiété, c'est la prudence, c'est la vertu de prudence. Et bien, c'est ça qui nous a manqué. Et on a aussi peut-être un peu plus dans le passé, mais il y a aussi peut-être le rapport à Aristote sur la question du juste milieu, le point d'équilibre mouvant entre les extrêmes. Saint Thomas d'Aquin a théologisé Aristote. Je veux dire, saint Thomas d'Aquin, effectivement, n'a fait que, j'exagère, mais il a effectivement théologisé Aristote. Vous ne pouvez pas travailler saint Thomas sans travailler Aristote. On aura même eu une analyse du non-juste milieu. Alors là, aujourd'hui, vraiment, celui-là, Maître Division, ce débat-là, il est vraiment... Il restera dans les annales en attendant le prochain. Donc, une fois de plus, voilà. Et alors, surtout, il y a un truc, je termine sur un point. On a créé une application qui s'appelle Vite mes droits, en référence à Vite ma dose. Et qui est une application qui a déjà, effectivement, elle a 3 jours d'existence et elle s'enrichit régulièrement, mais elle a permis des choses intéressantes parce que, notamment, elle a permis de tenir tête sur des situations où en face, on disait j'ai le droit de vous demander le pass, par exemple. Eh bien, effectivement, non, vous n'avez pas le droit. Voilà pourquoi. Et l'application, avec le moteur de recherche, a donc ouvert des droits. Donc, elle est disponible sur le site je ne suis pas un danger.com. C'est important que les gens s'en saisissent parce que, précisément, on a des droits et ce n'est pas inutile de les faire valoir. Vite mes droits, voilà. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le lien. Et puis voilà, vitemesdroits.com, chers spectateurs de Juste Milieu. Voilà la conclusion de cet échange, ce deuxième débat avec vous, Maître Divisio, en espérant vous retrouver bientôt, peut-être dans de meilleures conditions, dans un futur glorieux où on pourra rire de tout ça. On verra. Peut-être même qu'on boira des coups avec le docteur Jérôme Marty. Alors là... Pas tout de suite. On va voir. Faut pas perdre espoir. En attendant, chers spectateurs de Juste Milieu, on va très vite se retrouver pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débats. Et en attendant, prenez soin de vous, on garde le sourire. Voilà, vive la rigolade. Et puis à très bientôt. Voilà.